Elle fermait la réception du motel, quand le milliardaire a entendu la voix de sa femme sur son magnétophone, et il est resté figé. La pluie tambourinait contre les vitres du salon comme autant de reproches silencieux. Marc Delorme regardait fixement les gouttes qui ruisselaient le long des baies vitrées de leur appartement parisien, tentant d'ignorer la voix glaciale qui résonnait derrière lui. « Je n'en peux plus, Marc. Je veux le divorce. » Les mots d'Isaline tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un étang, créant des ondulations qui semblaient ébranler les fondations mêmes de leur existence commune. 15 ans, 15 années de mariage qui venaient de s'effondrer en une phrase sèche, prononcée sans la moindre émotion. Marc se retourna lentement, observant sa femme qui se tenait droite près de la cheminée éteinte. À 42 ans, Isaline conservait cette élégance naturelle qui l'avait séduit lors de leur première rencontre. Mais quelque chose s'était brisé en elle. Ses traits fins s'étaient durcis. Ses yeux verts, autrefois pétillants, semblaient désormais taillés dans la glace. « Isaline, on peut encore. »« Non !» Sa voix claqua comme un fouet. « Il n'y a plus rien à sauver. »« Marc, tu le sais aussi bien que moi. » Elle avait raison. Et cette vérité lui transperçait le cœur comme une lame, depuis la perte de leur bébé. 2 ans plus tôt, leur couple s'était lentement désintégré. Isaline s'était murée dans un silence amer. Repoussant toutes ses tentatives de rapprochement, les mots tendres avaient laissé place aux politesses glaciales, les gestes d'affection aux évitements calculés. « Tu ne m'aimes plus », murmura-t-il, moins comme une question que comme un constat douloureux. Isaline détourna le regard, fixant les flammes inexistantes dans l'âtre. « Je ne sais même plus ce que signifie aimer, Marc. Je ne ressens plus rien du tout. » Cette confession lui fit plus mal que tous les reproches qu'elle aurait pu lui adresser. L'indifférence était pire que la colère, le néant plus destructeur que la haine. « Les papiers sont chez Maître Dubois », ajouta-t-elle d'un ton neutre. « Tu n'auras qu'à signer. Je ne demande rien. Je veux juste partir, recommencer ailleurs. » Marc sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Sans un mot de plus, il attrapa ses clés et sa veste, claquant la porte derrière lui avec une violence qui fit trembler les murs. La pluie redoubla d'intensité lorsqu'il s'installa au volant de sa Porsche. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il démarrait. Sans destination précise, il roula longtemps dans les rues désertes de Paris, puis prit l'autoroute, fuyant la capitale comme on fuit un incendie. Les heures défilèrent dans un brouillard de douleur et d'incompréhension. Comment en était-il arrivé là? Lui, Marc Delorme, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, habitué à contrôler chaque aspect de sa vie professionnelle, se sentait complètement démuni face à l'effondrement de son mariage. Il était près de minuit quand il aperçut les lumières tamisées du Relais des Camélias. Une modeste auberge perdue sur une route secondaire près de Marseille, l'établissement semblait tout droit sorti d'un autre siècle, avec sa façade en pierre patinée et ses volets bleus délavés par le temps. Marc gara sa voiture et courut sous l'averse jusqu'à l'entrée. Une clochette retentit lorsqu'il poussa la porte, révélant un hall d'accueil chaleureux mais défraîchi. Le mobilier en bois massif portait les marques du temps, et l'odeur de cire et de lavande flottait dans l'air. « Bonsoir, monsieur. » La voix le figea sur place. C'était impossible, cette intonation, cette douceur mélodieuse, ces inflexions particulières. C'était exactement la voix d'Isaline, mais pas l'Isaline amère et froide qu'il venait de quitter. Non, c'était la voix de la femme qu'il avait épousée 15 ans plus tôt. Celle qui riait aux éclats et lui murmurait des mots d'amour à l'oreille. Marc leva lentement les yeux vers la réceptionniste. Une jeune femme d'une vingtaine d'années se tenait derrière le comptoir, ses cheveux châtains rassemblés en chignons désordonnés. Ses traits, bien que différents de ceux d'Isaline, dégageaient une douceur naturelle qui contrastait dramatiquement avec l'expression fermée de sa femme. « Vous désirez une chambre ?» demanda-t-elle, remarquant son air égaré. « Oui, s'il vous plaît. » Il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette voix. Chaque mot prononcé réveillait en lui des souvenirs enfouis, des moments de bonheur qu'il croyait à jamais perdus. « Sylvie Chastain », dit-elle en lui tendant le registre. « Je m'occupe de l'accueil de nuit. Marc Delorme. » Elle nota ces informations avec soin, et il remarqua ses mains fines, légèrement abîmées par le travail. Tout en elles respirait une simplicité touchante, une authenticité qu'il n'avait plus l'habitude de côtoyer dans son univers feutré de luxe et d'artifice. « La chambre 7 au premier étage, » dit-elle en lui tendant une clé ancienne. « Le petit déjeuner est servi à partir de 7 heures.
Merci. Il s'apprêtait à monter quand il entendit un léger déclic, suivi d'une voix familière qui résonnait dans le silence. Jour 847. Il est 2 heures du matin, et une fois de plus, je ne trouve pas le sommeil. Élise a fait un cauchemar. Quelque chose avec des monstres sous son lit. Je l'ai rassurée comme j'ai pu. Mais parfois, j'ai l'impression que les vrais monstres, ce sont nos peurs d'adultes qu'on transmet sans le vouloir. Marc se retourna, médusé. Sylvie avait activé un petit magnétophone et écoutait ce qui semblait être un journal intime audio. Sa voix, dans l'enregistrement, portait une mélancolie profonde, mais aussi une force tranquille qui le bouleversa. Oh! Elle rougit violemment et arrêta aussitôt la lecture. « Excusez-moi, c'est ma thérapeute m'a conseillé de tenir un journal vocal, pour évacuer, vous comprenez? N'ayez aucune gêne, » murmura Marc, troublé au-delà des mots. Cette voix était exactement celle d'Isaline, mais habitée par une vulnérabilité et une humanité que sa femme avait perdue. Comment était-ce possible? « Bonne nuit, monsieur Delorme. Bonne nuit, Sylvie. » Il monta dans sa chambre. L'esprit en ébullition, allongé sur le lit étroit, il ne parvenait pas à chasser de son esprit cette coïncidence troublante. Cette femme parlait exactement comme Isaline, mais ses mots portaient une charge émotionnelle que sa propre épouse ne lui avait plus offerte depuis des années. Qu'est-ce qui lui arrivait? Était-il en train de perdre la raison? Ou venait-il de croiser le chemin de quelque chose? De quelqu'un qui allait changer sa vie à jamais? Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si le ciel pleurait sur les ruines de son mariage et les mystères qui venaient de s'ouvrir devant lui. Le réveil fut brutal. Marc ouvrit les yeux dans la petite chambre aux murs défraîchis, momentanément désorienté. La réalité le frappa comme une gifle. Son mariage était fini. Isaline voulait le divorce, et il s'était réfugié dans cette auberge perdue où une inconnue possédait la voix de sa femme. Un bruit métallique résonna depuis la cour. Par la fenêtre, il aperçut Sylvie qui étendait du linge sur un fil tendu entre 2 arbres. Ses gestes étaient précis, économes, ceux d'une femme habituée à se débrouiller seule. Une fillette d'une 10aine d'années l'aidait, rassemblant les pinces à linge dans un panier d'osier. « Maman, pourquoi tu pleures la nuit ?» La question de l'enfant porta jusqu'à lui. Clair dans l'air matinal, Sylvie s'immobilisa, une chemise à la main. « Je ne pleure pas, ma chérie. » Maman réfléchit. « C'est tout. Mais tes yeux sont tout rouges le matin. » Sylvie s'agenouilla devant sa fille, caressant tendrement ses boucles brunes. « Parfois, les adultes ont besoin d'évacuer leurs soucis, Élise. Comme toi quand tu dessines tes cauchemars pour qu'ils disparaissent. » Marc observait cette scène d'intimité familiale avec une fascination troublante. La voix de Sylvie, même dans cette conversation banale, résonnait en lui comme un écho douloureux. Comment 2 femmes si différentes pouvaient-elles partager la même intonation, la même musicalité? Il descendit prendre son petit déjeuner, espérant croiser de nouveau cette femme énigmatique. La salle commune était déserte, à l'exception d'un couple d'âge mûr qui consultait une carte routière en chuchotant. Sylvie apparut, portant un plateau chargé de viennoiseries fraîches. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle poliment. « Comme un bébé », mentit-il. En réalité, il avait passé la nuit à ressasser cette coïncidence vocale inexplicable. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix d'Isaline telle qu'elle était autrefois, portée par les lèvres de cet inconnu. « Tant mieux. Vous repartez ce matin. » En fait, Marc improvisa rapidement. « J'ai des problèmes avec ma voiture. Un bruit inquiétant dans le moteur. Connaîtriez-vous un bon garagiste dans les environs ?» Sylvie fronça les sourcils. À cette heure, la plupart n'ouvrent qu'à 9 heures. Et puis, avec ce temps, effectivement, la pluie avait repris de plus belle, transformant la cour en un lac de boue. Marc bénit intérieurement cette météo providentielle. « Dans ce cas, si cela ne vous dérange pas, je resterai volontiers une nuit de plus. » Bien sûr, pas de problème. Ce fut le début d'un étrange ballet. Marc multiplia les prétextes pour prolonger son séjour. Problème mécanique introuvable, pièces de rechange à commander, mauvais temps persistant. Chaque excuse paraissait plus fragile que la précédente, mais Sylvie ne posait pas de questions. Elle avait besoin de clients, et ce monsieur distingué payait rubis sur l'ongle. Les soirées devinrent le moment le plus attendu de Marc, vers minuit, quand les derniers pensionnaires regagnaient leur chambre. Sylvie s'installait derrière son comptoir avec son petit magnétophone. Elle parlait à voix basse, croyant être seule,
Livrant ses pensées les plus intimes à cet appareil silencieux, Marc prenait l'habitude de descendre, chercher un verre d'eau, ou vérifier s'il avait bien fermé sa voiture. En réalité, il se cachait dans l'embrasure de l'escalier pour écouter ces confessions nocturnes qui le bouleversaient. Jour 851. Élise m'a demandé pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants. Comment lui expliquer que son père nous a abandonnés dès qu'il a su que j'étais enceinte? Comment lui dire que certains hommes fuient leurs responsabilités comme on fuit la peste? La voix de Sylvie tremblait légèrement, trahissant une blessure mal cicatrisée. Marc sentit sa gorge se nouer. Cette femme avait été trahie, abandonnée, et pourtant elle gardait cette douceur dans la voix qu'Isaline avait perdue. Jour 852. Madame Dubois du café m'a encore fait des réflexions sur mes horaires. Une mère devrait être avec son enfant le soir. Qu'elle dit, facile à dire quand on a un mari qui rapporte un salaire décent. Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et ce que j'ai, c'est pas grand-chose. Au fil des enregistrements, Marc découvrait l'histoire de cette femme courageuse, orpheline depuis l'âge de 5 ans, ballottée d'une famille d'accueil à l'autre. Elle avait grandi sans repères stables. À 18 ans, elle était tombée enceinte d'un homme qui avait disparu du jour au lendemain. Depuis, elle élevait seule sa fille, enchaînant les petits boulots pour survivre. Jour 855. Aujourd'hui, Élise m'a dit qu'elle m'aimait plus que toutes les mamans du monde réunies. J'ai pleuré, pas de tristesse, pour une fois, mais de joie. Cette petite est ma lumière dans l'obscurité. Sans elle, je crois que j'aurais renoncé depuis longtemps. Marc était fasciné par cette résilience, cette capacité à trouver de la beauté dans les épreuves. Isaline, qui avait pourtant grandi dans le confort et la sécurité, s'était laissée dévorer par l'amertume après la perte de leur enfant. Sylvie, elle, transformait sa douleur en force, sa solitude en indépendance. Un soir, elle le surprit dans l'escalier. « Monsieur Delorme, vous ne vous sentez pas bien ?» Marc rougit comme un adolescent pris en faute. « J'avais soif. Je ne voulais pas vous déranger. » Sylvie l'observa avec attention. Son regard était perçant, intelligent. Elle avait remarqué ses manèges, ses excuses de plus en plus bancales pour prolonger son séjour. « Votre voiture va vraiment si mal que ça ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. « Que voulez-vous dire? Ça fait 1 semaine que vous attendez cette fameuse pièce, et hier, j'ai vu votre Porsche démarrer au quart de tour quand vous êtes allé acheter des cigarettes. » Marc se sentit pris au piège. Comment expliquer sa fascination sans passer pour un fou? Comment avouer qu'il était obsédé par sa voix, par cette ressemblance troublante avec celle de sa femme? « C'est compliqué, » murmura-t-il. « Tout est compliqué dans la vie, monsieur Delorme. Mais généralement, il y a une raison simple derrière chaque complication. » Elle avait raison, bien sûr. La raison était simple et terrifiante. Il était en train de tomber amoureux de la voix de cette femme, de cette version non brisée de celle qu'il avait épousée. « Je traverse une période difficile, » admit-il. « Votre établissement me fait du bien. » C'était la vérité. Même incomplète. Ici, dans cette auberge hors du temps, il retrouvait une humanité qu'il avait oubliée. Les clients étaient simples, authentiques. Sylvie incarnait tout ce qu'Isaline avait été avant que la vie ne la durcisse. « Dans ce cas, vous êtes le bienvenu aussi longtemps que vous le souhaitez, » dit-elle doucement. « Mais je ne suis pas dupe, monsieur Delorme. Vous ne me dites pas tout. » Marc hocha la tête, incapable de soutenir son regard. Comment lui expliquer qu'elle ressemblait vocalement à un fantôme de son passé? Comment avouer qu'il écoutait ses confessions intimes, comme on écoute une mélodie oubliée? « Bonne nuit, Sylvie. »« Bonne nuit, et monsieur Delorme. Quoi que vous fuyiez, ça finira par vous rattraper. Ça finit toujours par nous rattraper. » En regagnant sa chambre, Marc savait qu'elle avait raison. Tôt ou tard, il devrait retourner à Paris, affronter Isaline et les papiers du divorce. Mais pour l'instant, il voulait juste rester encore un peu dans ce cocon d'illusion, bercé par une voix qui lui rappelait l'amour perdu. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si le ciel pleurait sur ses mensonges et ses faux semblants. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marc au relais des camélias. 2 semaines pendant lesquelles il avait soigneusement cultivé le mystère autour de sa présence prolongée, inventant chaque jour de nouvelles excuses pour justifier son séjour. Le garage était débordé, la pièce venait d'Allemagne, les intempéries retardaient la livraison. Sylvie écoutait poliment ses explications, mais son regard devenait de plus en plus sceptique. Ce matin-là, elle effectuait sa tournée habituelle dans les chambres,
changeant les draps et aérant les pièces. En arrivant dans la chambre 7, elle remarqua immédiatement le magazine qui dépassait de la valise entr'ouverte de Marc, Hôtellerie de France, titré en couverture, et une photo la figea. Marc Delorme, élégamment vêtu d'un costume sombre, serrait la main du ministre du Tourisme lors de l'inauguration de son dernier établissement parisien. Marc Delorme, PDG du groupe hôtelier Delorme & Associés, annonce l'ouverture de 3 nouveaux établissements de luxe. Sylvie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme qu'elle prenait pour un voyageur de commerce en difficulté était l'un des magnates de l'hôtellerie française. Que faisait-il dans son modeste établissement? Pourquoi mentait-il depuis 2 semaines? Elle referma précipitamment le magazine, l'esprit en ébullition. Tout prenait soudain un sens différent. Ses vêtements de qualité qu'il tentait de faire passer pour ordinaires, sa Porsche qu'il prétendait défaillante, ses manières raffinées qu'aucun représentant de commerce ne possédait, un riche qui s'amuse, murmura-t-elle amèrement. Cette découverte ravivait de vieilles blessures. Thomas, le père d'Élise, appartenait lui aussi à un milieu privilégié. Il avait joué avec ses sentiments, lui promettant monts et merveilles avant de disparaître dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « Une fille comme toi ne peut pas comprendre les responsabilités qui pèsent sur un homme de mon rang », avait-il déclaré avant de claquer la porte. Le soir venu, quand Marc descendit pour son habituelle promenade nocturne, en réalité pour écouter ses enregistrements, Sylvie l'attendait derrière le comptoir, le magazine ouvert devant elle. « Bonsoir, monsieur le PDG », lança-t-elle d'un ton glacial. Marc pâlit instantanément. « Sylvie, je peux vous expliquer. » « M'expliquer quoi? Que vous vous amusez à mentir à une pauvre réceptionniste de nuit, que c'est divertissant de faire croire à vos problèmes de voiture quand vous possédez une chaîne d'hôtels de luxe. Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Ah non. » Sylvie se leva, ses yeux brillants de colère contenue. « Alors expliquez-moi ce qu'un homme comme vous fait dans un endroit comme ici. Nous ne devons pas avoir le même standing que vos palaces parisiens. » Marc tenta de s'approcher. Mais elle recula instinctivement. Ce geste le blessa plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Mon mariage vient de s'effondrer, Sylvie. J'avais besoin de m'échapper, de me retrouver loin de tout. Et vous avez choisi mon établissement pour votre petite thérapie personnelle. » Sa voix tremblait de rage. « Savez-vous ce que représente chaque client pour moi, chaque nuit payée? J'ai une fille à nourrir, des factures à régler, et vous jouez au pauvre homme en détresse. Je paie mes nuits. Ce n'est pas la question. » Explosa-t-elle. « Vous mentez. Depuis 2 semaines. Vous me regardez bizarrement. Vous traînez dans les couloirs. Vous inventez des excuses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Marc resta silencieux, incapable d'avouer la véritable raison de sa présence. Comment expliquer qu'il était obsédé par sa voix, qu'il écoutait ses confessions intimes comme un voyeur, qu'elle lui rappelait douloureusement la femme qu'il avait aimée et perdue? « Partez, » dit-elle simplement. « Demain matin, retournez dans votre monde doré et laissez-moi tranquille. » Elle monta précipitamment l'escalier menant à ses appartements privés, laissant Marc seul avec sa culpabilité. À Paris, dans l'appartement silencieux du 16e arrondissement, Isaline observait son reflet dans le miroir de la salle de bain. 2 semaines que Marc était parti sans donner de nouvelles. 2 semaines pendant lesquelles elle avait espéré ressentir du soulagement, une forme de libération. Au lieu de cela, une inquiétude sourde la rongeait. Son mari n'était pas homme à disparaître ainsi. Méticuleux, organisé, il ne laissait jamais rien au hasard. Cette absence prolongée ne lui ressemblait pas. Plus troublant encore, quand il téléphonait brièvement pour prendre des nouvelles de ses affaires, sa voix avait changé. Elle y percevait une douceur qu'elle ne lui connaissait plus depuis des années. Il semblait apaisé, transformé, comme si cette fuite l'avait libérée d'un poids qu'elle ne soupçonnait pas. Cette constatation la perturbait profondément. Depuis la perte de leur bébé, elle s'était convaincue que Marc était devenu distant par égoïsme, incapable de comprendre sa douleur, mais et si elle s'était trompée, et si dans son chagrin, elle avait repoussé un homme qui souffrait autant qu'elle? Madame Delorme, Isabelle sursauta, sa femme de ménage, Madame Fernandez, l'observait avec inquiétude depuis le seuil de la chambre. « Vous allez bien? Vous semblez préoccupée. Je vais très bien. Merci. » Mentir était devenu sa seconde nature. Depuis des mois, elle mentait à tout le monde. À Marc sur ses sentiments, à ses amis sur son bonheur conjugal, à elle-même sur sa capacité à surmonter le deuil. « Monsieur reviendra bientôt. Je l'ignore.
Cette incertitude la rendait folle. Où était Marc? Que faisait-il? Avec qui? L'idée qu'il puisse avoir une liaison lui avait d'abord paru ridicule. Son mari était trop correct, trop prévisible pour ce genre d'écart. Mais ses absences répétées, cette transformation dans sa voix, ses coups de téléphone expédiés, le doute s'insinuait en elle comme un poison lent. Ce soir-là, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, Isaline décrocha son téléphone et composa le numéro de Maître Dubois. Leur avocat, Pierre, c'est Isaline. J'aurais besoin d'un service. Discret. Je vous écoute. Connaîtriez-vous un détective privé? Quelqu'un de fiable et de discret? Un silence gêné accueillit sa demande. Isaline, êtes-vous certaine de vouloir emprunter cette voie? Parfois, certaines vérités... Je veux savoir, Pierre, où il est, ce qu'il fait, avec qui... J'ai le droit de savoir. Très bien. Je connais quelqu'un, Jean-Claude Moreau, ancien commissaire. Il est très professionnel. Parfait. Donnez-lui mes coordonnées. Après avoir raccroché, Isaline se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Bientôt, elle connaîtrait la vérité sur les activités de son mari, mais était-elle vraiment prête à l'entendre? Au relais des camélias, Sylvie n'arrivait pas à trouver le sommeil. La colère du début de soirée avait laissé place à une confusion douloureuse. Pourquoi la découverte de la véritable identité de Marc la blessait-elle autant? Elle n'était rien pour lui, et lui n'était qu'un client parmi d'autres. Pourtant, durant ces 2 semaines, elle avait ressenti quelque chose qu'elle croyait avoir définitivement enterré, de l'attraction pour un homme. Marc était attentionné, respectueux, et quand il la regardait, elle avait l'impression qu'il voyait vraiment qui elle était, au-delà de son statut de mère célibataire en difficulté. Mais tout cela n'était qu'une illusion. Un riche qui s'ennuyait, voilà ce qu'il était, comme Thomas, comme tous les hommes de ce milieu qui considéraient les femmes de sa condition comme des distractions temporaires. Dans la chambre voisine, Élise gémit dans son sommeil. Sylvie se leva pour aller border sa fille, caressant tendrement ses boucles brunes. « Je te protégerai toujours, ma chérie », murmura-t-elle. « Jamais je ne laisserai quelqu'un nous faire du mal. » En redescendant, elle aperçut de la lumière sous la porte de la chambre 7. Marc ne dormait pas non plus. Tant mieux, avec un peu de chance. Il partirait dès l'aube, et elle pourrait oublier cette étrange quinzaine qui avait bouleversé sa routine paisible. Demain, tout redeviendrait normal. Elle retrouverait sa solitude protectrice, ses certitudes rassurantes. Plus jamais elle ne se laisserait émouvoir par un beau parleur en costume 3 pièces. Plus jamais. Jean-Claude Moreau avait l'apparence de ce qu'il était, un ancien flic reconverti dans le privé, la cinquantaine bedonnante, le visage buriné par 40 ans de métier. Il portait cet air blasé de celui qui a tout vu de la nature humaine. Dans son bureau spartiate du 12e arrondissement, il étudiait attentivement les photos qu'Isaline venait de lui remettre. « Votre mari a disparu il y a 3 semaines. »« C'est bien cela. »« Il n'a pas disparu, » corrigea Isaline en se tordant nerveusement les mains. « Il s'est absenté pour ses affaires, » prétend-il. Mais quelque chose ne colle pas. Moreau hocha la tête. Après 30 ans dans la police, puis 10 ans comme détective privé, il avait développé un instinct infaillible pour les affaires conjugales. Cette femme élégante, aux traits tirés par l'anxiété, correspondait parfaitement au profil de l'épouse trompée qui refuse de voir l'évidence. Avez-vous remarqué des changements dans son comportement avant son départ? Isaline hésita. Comment expliquer que leur mariage était déjà mort depuis des mois, que cette absence n'était qu'un symptôme supplémentaire de leur délitement conjugal? Nous traversions une période difficile, admit-elle finalement. Depuis la perte de notre enfant, il y a 2 ans, nous nous sommes éloignés. Je vois. Moreau prit quelques notes. Et maintenant, vous soupçonnez une liaison. Je ne sais pas, explosa Isaline avant de se reprendre. Excusez-moi, c'est juste que, quand il appelle, sa voix a changé. Il semble plus serein, comme si cette absence lui faisait du bien. Le détective observa cette femme qui luttait visiblement contre ses propres démons. Dans son métier, il croisait souvent des couples détruits par le chagrin, des époux qui cherchèrent dans l'infidélité ce qu'ils ne trouvaient plus dans leur foyer. « Madame Delorme, êtes-vous certaine de vouloir connaître la vérité? Parfois, l'ignorance préserve ce qu'il reste à sauver. Je veux savoir, » répondit-elle fermement, « quelle que soit cette vérité. » Pendant ce temps, au relais des camélias, Marc faisait les 100 pas dans sa chambre.
Depuis la découverte de Sylvie, 3 jours s'étaient écoulés dans une atmosphère glaciale. Elle accomplissait ses tâches avec une politesse professionnelle qui le blessait plus que ses reproches. Plus de sourires timides, plus de conversations improvisées, plus de ces moments de complicité qui avaient illuminé son séjour. Il avait tenté plusieurs fois de s'expliquer, mais elle l'évitait soigneusement. Quand leurs chemins se croisaient inévitablement, elle détournait le regard, pressant le pas comme s'il était porteur d'une maladie contagieuse. Ce matin-là, il la trouva dans la petite cuisine, préparant les plateaux du petit déjeuner. Élise l'aidait, disposant soigneusement les confitures artisanales dans de petits pots en grès. « Bonjour », dit-il doucement. Sylvie ne leva pas les yeux de ses tartines. « Bonjour, monsieur Delorme. » Le retour au vouvoiement était comme un coup de poignard. Marc s'agenouilla à la hauteur d'Élise, qui l'observait avec curiosité. « Comment tu t'appelles ?»« Ma puce. »« Élise. Et toi ?»« Marc, tu aides bien ta maman, dis donc. » La fillette rayonna de fierté. « Maman dit que je suis sa petite assistante. » « Elle a raison. » Marc se tourna vers Sylvie. « Pourrions-nous parler, en privé ?»« Je n'ai rien à vous dire, » répliqua-t-elle sèchement. « Et j'ai du travail. Sylvie, s'il vous plaît, laissez-moi au moins m'expliquer. » « M'expliquer quoi ? Que vous mentez depuis 3 semaines. Que vous vous amusez à jouer les mystérieux avec la petite réceptionniste naïve. » Élise regardait alternativement sa mère et Marc. Sentant la tension sans la comprendre, Sylvie s'en aperçut et adoucit sa voix. « Va jouer dans ta chambre, ma chérie. Maman doit travailler. » Une fois la fillette partie, Sylvie se tourna vers Marc, les bras croisés. « Alors, cette explication. » Marc prit une profonde inspiration. « Mon mariage est fini. Ma femme veut divorcer. Le soir où je suis arrivée ici, je venais de fuir une dispute terrible. J'ai roulé sans savoir où aller, et je me suis retrouvée dans votre établissement. On est les mensonges, vos problèmes de voiture. J'avais besoin de rester, pas à cause de l'hôtel, mais à cause de... » Il s'interrompit, incapable de formuler la vérité. Comment avouer qu'il était obsédé par sa voix, qu'elle lui rappelait douloureusement la femme qu'il avait aimée? « À cause de quoi ?» insista Sylvie. « À cause de vous, » murmura-t-il finalement. Sylvie recula instinctivement. « De moi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Votre voix, elle ressemble à celle de ma femme. Exactement la même intonation, la même musicalité. Mais vous avez gardé cette douceur qu'elle a perdue. » Le silence qui suivit fut pesant. Sylvie le fixait, incrédule. « Vous êtes en train de me dire que vous traînez ici depuis 3 semaines, parce que je ressemble vocalement à votre épouse. » Je sais que ça paraît fou. »« Fou !» Sylvie éclata d'un rire amer. « C'est pire que fou, c'est malsain. Vous m'écoutez parler comme on écoute un disque rayé. Je ne suis qu'un substitut à vos yeux. Non, ce n'est pas ça. Alors quoi ?» Sa voix monta dans les aigus. « Vous pensiez quoi, exactement ? Que j'allais être flattée d'apprendre que je vous rappelle quelqu'un d'autre. » Marc tenta de s'approcher, mais elle recula encore. « Sylvie, écoutez-moi. Partez, » dit-elle d'une voix blanche. « Partez maintenant et ne remettez jamais les pieds ici. » À Paris, Jean-Claude Moreau garait sa Peugeot banalisée devant l'immeuble d'Isaline. Après une semaine d'enquête, il avait localisé Marc Delorme et observé son étrange comportement. Les conclusions de son rapport allaient bouleverser sa cliente. Isaline l'accueillit dans son salon, visiblement rongée par l'angoisse. « Alors, vous avez trouvé quelque chose ?» Moreau ouvrit son dossier et en sortit une série de photographies. « Votre mari se trouve au Relais des Camélias, une petite auberge près de Marseille. Il y séjourne depuis 3 semaines sous de faux prétextes. » Isaline saisit les clichés d'une main tremblante. On y voyait Marc, entrant et sortant de l'établissement, parlant avec une jeune femme brune, se promenant dans la cour de l'auberge. Cette femme, qui est-ce ? Sylvie Chastain, 28 ans, réceptionniste de nuit, mère célibataire, une fille de 10 ans. Isaline étudia attentivement les photos. La femme était jolie, sans être exceptionnelle, plus jeune qu'elle, certes, mais rien d'extraordinaire. Pourquoi Marc avait-il craqué pour elle ? Ils ont une liaison. C'est plus compliqué que ça, répondit prudemment Moreau. J'ai interrogé discrètement les habitants du village. Votre mari ne sort jamais avec elle, ne la touche jamais. Il semble plutôt obsédé par sa présence. Il traîne dans l'établissement, invente des excuses pour prolonger son séjour. Mais leur relation paraît platonique. Platonique ?
Isaline fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Je pense qu'il traverse une crise profonde. Madame Delorme, cette femme représente peut-être pour lui une forme d'évasion, de retour à une simplicité qu'il a perdue. Isaline reposa les photos, l'esprit en ébullition. Cette explication ne la rassurait pas. Au contraire, une aventure physique. Elle aurait pu la comprendre, peut-être même la pardonner, mais cette fascination pour une autre femme, cette fuite vers un monde où elle n'existait pas, lui faisait plus mal qu'une trahison classique. « Je veux la voir », déclara-t-elle soudain. « Madame, cette femme, je veux lui parler, comprendre ce qu'elle a de si spécial. » Moreau secoua la tête. « Je vous déconseille fortement cette démarche. Rien de bon ne peut en sortir. Peut-être, mais j'ai besoin de savoir, de comprendre pourquoi mon mari préfère une parfaite inconnue à sa propre épouse. » Le détective referma son dossier avec un soupir. Dans son métier, il avait appris que les clients ne suivaient jamais ses conseils de prudence. La curiosité morbide finissait toujours par l'emporter sur la raison. « Dans ce cas, je vous accompagne. » Au cas où les choses tourneraient en mal, Isaline hocha la tête. Déjà occupée à planifier ce voyage qui allait changer sa vie à jamais, demain, elle confronterait cette Sylvie Chastain et découvrirait enfin la vérité sur les raisons de la fuite de son mari, une vérité qui dépasserait ses pires cauchemars. La BMW d'Isaline serpentait sur les routes de Provence dans un silence pesant. À ses côtés, Jean-Claude Moreau consultait régulièrement son GPS, guidant cette femme élégante vers une confrontation qu'il pressentait explosive. Depuis Paris, ils avaient roulé d'une traite, Isaline refusant toutes les pauses, comme si la vitesse pouvait atténuer l'appréhension qui lui tordait l'estomac. « Vous êtes certaine de vouloir faire cela ?» demanda une dernière fois le détective en apercevant le panneau indiquant la sortie vers le village. « Absolument, » répondit Isaline, les mâchoires crispées. « 3 semaines que mon mari vit une idylle avec cette femme. J'ai le droit de savoir qui elle est. » Moreau n'insista pas. Dans son métier, il avait appris que les épouses trompées avaient rarement recours à la logique. La jalousie et l'humiliation dictèrent leurs actions, souvent avec des conséquences désastreuses. Le relais des camélias apparut au détour d'un virage, niché entre 2 collines couvertes de vignes. L'établissement avait un charme désuet, qui contrastait violemment avec l'univers luxueux dans lequel évoluait habituellement Isaline. Comment Marc avait-il pu troquer les palaces pour cette auberge de province? « La Porsche de votre mari n'est pas là, » observa Moreau en scrutant le parking. « Il doit être absent. Tant mieux. Je préfère parler à cette femme en tête-à-tête. » Isaline sortit de voiture, lissant sa robe Chanel et vérifiant son maquillage dans le rétroviseur. Elle voulait que cette Sylvie Chastain comprenne immédiatement à qui elle avait affaire. L'épouse légitime, celle qui possédait un rang social que jamais une simple réceptionniste ne pourrait atteindre. La clochette de l'entrée retentit quand elle poussa la porte. Le hall d'accueil, avec ses meubles patinés et ses bibelots poussiéreux, lui parut d'un kitsch achevé. Comment Marc pouvait-il supporter cette ambiance de maison de retraite? « Bonjour. Je peux vous aider ?» La voix la figea sur place. Isaline se retourna lentement vers la réception, et son sang se glaça dans ses veines. Ce n'était pas possible, cette intonation, cette musicalité, cette façon particulière de prononcer les voyelles. C'était sa propre voix qui lui répondait. Sylvie Chastain se tenait derrière le comptoir, un sourire professionnel aux lèvres. Elle était plus jeune qu'Isaline, ses traits moins affinés, ses vêtements d'une simplicité confondante, mais cette voix, cette maudite voix était rigoureusement identique à la sienne. « Madame, vous allez bien ?» Sylvie contourna le comptoir, inquiète de voir cette femme élégante pâlir subitement. Isaline recula instinctivement, comme si elle fuyait son propre reflet dans un miroir déformant. « Vous êtes Sylvie Chastain. Oui, vous désirez une chambre. Je suis Isaline Delorme. » Le nom claqua dans l'air comme une gifle. Sylvie se figea, comprenant instantanément. L'épouse de Marc était là, devant elle, et elle lui ressemblait vocalement de façon troublante. « Ah !» dit-elle simplement, ne sachant comment réagir à cette situation surréaliste. « Où est mon mari ? Il n'est pas là. Il est parti ce matin. » Mensonge. Marc était monté dans sa chambre après leur dispute, mais Sylvie n'avait aucune envie de faciliter les retrouvailles conjugales. « Je veux lui parler. Je vous ai dit qu'il n'était pas là. » Les 2 femmes se faisaient un face, se jaugeant comme 2 duellistes avant le combat. Isaline détaillait cette rivale inattendue, cherchant ce qui avait pu séduire son mari, Sylvie, de son côté, découvrait la femme qui avait abandonné Marc,
le poussant à chercher refuge dans son humble établissement. « Alors parlons, vous et moi », déclara Isaline, en s'installant sans invitation dans un fauteuil du salon. « J'aimerais comprendre ce qui pousse une femme à séduire un homme marié. » Sylvie rougit violemment. « Je n'ai séduit personne. Votre mari s'est imposé ici avec ses mensonges et ses manipulations. » « Mes mensonges. » Isaline haussa un sourcil parfaitement épilé. « Et vous n'avez rien fait pour l'encourager. Une petite réceptionniste de province qui voit débarquer un riche Parisien. L'occasion était trop belle, non ? Comment osez-vous ? Explosa Sylvie. Vous ne me connaissez pas. Vous débarquez ici avec vos grands airs, vos vêtements de luxe, et vous m'accusez de je ne sais quoi. Je vous accuse de détourner mon mari. 3 semaines qu'il traîne dans cet endroit minable, à inventer des excuses ridicules pour rester près de vous. Et vous, où étiez-vous pendant qu'il cherchait du réconfort ailleurs ? Rétorqua Sylvie. Il m'a dit que votre mariage était fini, que vous vouliez divorcer. Il vous a dit ça ? Pour la première fois, la voix d'Isaline vacilla. Marc avait-il vraiment confié leurs problèmes conjugaux à cet inconnu ? Cette idée la blessait plus que l'infidélité présumée. Et bien d'autres choses. Mentit Sylvie, voulant blesser cette femme arrogante. Il m'a dit à quel point vous étiez devenue froide, amère, à quel point il était malheureux avec vous. Isaline encaissa le coup sans broncher, mais ses mains se crispèrent sur son sac. Et vous avez cru pouvoir le consoler, la petite provinciale qui sauve le grand bourgeois de sa méchante épouse. Au moins, moi, je ne l'ai pas rejeté. Je ne l'ai pas traité comme un étranger dans sa propre maison. Vous ne savez rien de notre histoire, cria Isaline. Rien de ce que nous avons traversé. Je sais qu'il pleurait en parlant de vous. Le mensonge porta. Isaline pâlit davantage, imaginant Marc en larmes devant cette femme qui lui ressemblait vocalement. Cette pensée lui était insupportable. C'est à ce moment que Jean-Claude Moreau entra dans l'établissement, alerté par les éclats de voix. En apercevant les 2 femmes face à face, il comprit immédiatement que la situation dérapait. « Mesdames, peut-être pourrions-nous... »« Qui êtes-vous » demanda Sylvie. « Jean-Claude Moreau, détective privé. Madame Delorme m'a engagée pour retrouver son mari. » Sylvie se tourna vers Isaline, incrédule. « Vous avez fait espionner votre propre mari. J'avais besoin de savoir. » « Savoir quoi ? Qu'il était malheureux, qu'il cherchait ailleurs ce que vous ne lui donniez plus. » Moreau observait cette joute verbale avec fascination. Quelque chose d'étrange se passait ici, quelque chose qui dépassait le simple triangle amoureux. Cette ressemblance vocale troublante, ces accusations mutuelles qui sonnaient faux. « Excusez-moi, » intervint-il. « Mais avez-vous de la famille dans la région ? » « Mademoiselle Chastain, pourquoi cette question ? Votre voix, elle ressemble de façon troublante à celle de Madame Delorme. » Un silence pesant accueillit cette observation. Les 2 femmes se dévisagèrent avec une attention nouvelle, remarquant soudain d'autres similitudes, la forme des yeux, la courbe du nez, la façon de pencher la tête quand elles réfléchissaient. « C'est ridicule », murmura Isaline. « Une coïncidence. » Mais Moreau, avec son instinct de policier, sentait qu'il venait de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Dans sa carrière, il avait appris que les coïncidences n'existaient pas. Tout avait une explication, même les ressemblances les plus troublantes. « Mademoiselle Chastain, connaissez-vous vos origines, vos parents biologiques ?» Sylvie recula comme giflée. « Mes parents sont morts quand j'avais 5 ans. J'ai grandi chez ma tante. Pourquoi ces questions ? Et vous, Madame Delorme ? Je suis adoptée, » admit Isaline à contre-cœur. « Adoptée à la naissance. Mes parents adoptifs ne m'ont jamais dit grand-chose sur ma famille biologique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Moreau sortit son carnet et commença à prendre des notes, son esprit de détective en ébullition. « Puis-je connaître vos dates de naissance ? » « 15 mars 1982, dit Isaline d'une voix blanche. « 15 mars 1982, répéta Sylvie dans un souffle. Cette fois, ce fut au tour de Moreau de pâlir. Dans 40 ans de métier, il n'avait jamais été confronté à une situation aussi extraordinaire. 2 femmes, nées le même jour, avec la même voix, dont l'une était adoptée et l'autre orpheline. « Mesdames, dit-il gravement, je crois que nous devons approfondir cette enquête, et rapidement. » Les 3 jours qui suivirent la confrontation au relais des camélias furent d'une intensité émotionnelle épuisante.
Jean-Claude Moreau avait transformé le petit salon de l'auberge en bureau d'enquête improvisé, jonchant les tables de dossiers, de photocopies et de notes griffonnées. Isaline et Sylvie, après le choc initial de leur ressemblance troublante, oscillaient entre méfiance mutuelle et curiosité grandissante. Marc, témoin impuissant de ce bouleversement, observait les deux femmes avec un mélange de fascination et de culpabilité. Son obsession pour la voix de Sylvie prenait soudain un sens qu'il n'avait jamais imaginé. « J'ai contacté l'hôpital Sainte-Marie de Marseille », annonça Moreau en entrant dans le salon, une chemise cartonnée sous le bras. « C'est là que vous êtes toutes les deux nées, le 15 mars 1982. » Sylvie et Isaline échangèrent un regard inquiet. Depuis 3 jours, les révélations s'enchaînaient, chacune plus troublante que la précédente. « Et alors ?» demanda Sylvie d'une voix tendue. L'archiviste m'a confirmé qu'une certaine Hélène Vautrin a bien accouché ce jour-là. Une jeune fille de 16 ans, célibataire. Hélène Vautrin, répéta Sylvie, pâlissant. C'était le nom de jeune fille de ma mère. Isaline sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement dans le fauteuil en velours râpé, ses mains tremblant légèrement. Il y a autre chose, continua Moreau en ouvrant son dossier. Hélène Vautrin a donné naissance à des jumelles. 2 petites filles parfaitement identiques. Le silence qui accueillit cette révélation fut pesant. Sylvie et Isaline se regardaient comme si elles se voyaient pour la première fois, cherchant dans les traits de l'autre la confirmation de cette vérité incroyable. « C'est impossible », murmura Isaline. « Mes parents adoptifs m'auraient dit. »« Vos parents adoptifs ne savaient peut-être pas », suggéra Moreau. Les adoptions d'urgence étaient courantes dans les années 80. Une adolescente de 16 ans, seule, sans ressources. Les services sociaux privilégia le placement rapide des enfants. Marc, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. Que s'est-il passé? Pourquoi les jumelles ont-elles été séparées? Moreau consulta ses notes. D'après les témoignages que j'ai recueillis au village natal d'Hélène, la jeune fille était démunie. Le père des enfants l'avait abandonnée dès qu'il avait appris la grossesse. Sa propre famille l'avait reniée. Et alors, insista Sylvie, le cœur battant, Hélène a pris une décision déchirante. Elle a confié une de ses filles, vous, Madame Delorme, à une famille aisée qui désirait adopter. Elle espérait lui offrir ainsi les meilleures chances dans la vie. Mais elle a gardé l'autre. Vous, Mademoiselle Chastain, pensant pouvoir s'en sortir. Isaline se leva brusquement, incapable de supporter cette révélation. Vous êtes en train de me dire que pendant que je grandissais dans le luxe, ma sœur était livrée à elle-même. Pas exactement, corrigea Moreau. Hélène vous a élevée, Mademoiselle Chastain, pendant vos 5 premières années. D'après les voisins, c'était une mère aimante, courageuse. Elle travaillait comme femme de ménage, enchaînait les petits boulots. Elle se sacrifiait pour vous. Sylvie sentit les larmes lui monter aux yeux, ses souvenirs fragmentés de sa petite enfance, ces images floues d'une femme douce qui lui chantait des berceuses. C'était sa mère biologique. Pas sa tante comme on le lui avait fait croire. Que lui est-il arrivé? Accident de voiture. Hélène est morte quand vous aviez 5 ans. C'est votre tante paternelle qui vous a recueilli, mais elle ne vous a jamais dit la vérité sur votre sœur jumelle. Peut-être l'ignorait-elle elle-même. Marc observait les 2 femmes, bouleversée par l'ampleur de ce drame familial. Isaline, élevée dans l'opulence mais ignorant tout de ses origines. Sylvie, gardant le souvenir d'un amour maternel brutalement interrompu. 2 destins séparés par les circonstances, réunis par le hasard le plus cruel. Il y a encore autre chose, ajouta Moreau après un silence. Hélène travaillait comme domestique chez une famille influente de Marseille. Les Duret, Monsieur Charles Duret était un notable de la ville, propriétaire de plusieurs entreprises. « En quoi cela nous concerne-t-il » demanda Isaline. « Parce que j'ai retrouvé Monsieur Duret. Il a aujourd'hui 80 ans et vit dans une maison de retraite médicalisée quand je lui ai parlé d'Hélène Vautrin et de ses jumelles. Il a eu une réaction troublante. Moreau sortit une lettre de son dossier. Il m'a remis ceci, une lettre qu'il a écrite il y a 15 ans, mais qu'il n'a jamais envoyée. Que dit-elle? Demanda Sylvie d'une voix étranglée. Qu'il se sentait responsable du destin d'Hélène, qu'il aurait dû l'aider davantage quand elle était enceinte, et surtout, qu'il a créé un fonds fiduciaire pour ses 2 filles, mais qu'il n'a jamais réussi à les retrouver après la mort de leur mère. Un fonds fiduciaire. 2 millions d'euros. 1 million pour chacune des jumelles, placées et fructifiées pendant toutes ces années. Monsieur Duret attendait le jour où il pourrait les transmettre aux héritières légitimes. L'information tomba comme une bombe. Sylvie,
qui luttait depuis des années pour joindre les deux bouts, découvrait qu'une fortune l'attendait depuis sa naissance. Isaline, habituée au confort matériel, réalisait qu'elle avait un héritage dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. « Pourquoi » demanda Sylvie. « Pourquoi cet homme aiderait-il les filles de sa domestique » Moreau hésita. Il y a eu des rumeurs au village, des allusions discrètes. Certains pensaient que M. Duret était, très proche d'Hélène, peut-être plus qu'un employeur ne devrait l'être. Vous voulez dire qu'il pourrait être votre père biologique ? C'est possible. Hélène n'a jamais révélé l'identité du père de ses jumelles, et la générosité de M. Duret, sa culpabilité persistante. Isaline s'effondra dans son fauteuil, submergée par ces révélations successives. En quelques jours, son univers s'était écroulé. Elle découvrait qu'elle avait une sœur jumelle, que leur mère était morte dans le dénuement, qu'un possible père biologique les cherchait depuis des décennies. « Je ne comprends pas », murmura Sylvie. « Si cet homme nous cherchait, pourquoi ne nous a-t-il jamais trouvés ? Parce qu'après la mort d'Hélène, vous avez toutes les deux changé de nom. Vous, mademoiselle Chastain, avez pris le nom de votre tante, et vous, madame Delorme, celui de vos parents adoptifs. Les pistes étaient brouillées. » Marc se leva et vint se placer près des deux femmes. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Sylvie et Isaline échangèrent un regard incertain. Comment appréhender cette nouvelle réalité ? Comment réconcilier 28 années de vie séparées ? Comment surmonter la colère de s'être mutuellement ignorés ? La tristesse de tout ce temps perdu ? Je ne sais pas, avoua Isaline. Tout cela me dépasse. J'ai besoin de temps pour digérer. Moi aussi, renchérit Sylvie. Et puis, il y a Élise. Comment lui expliquer qu'elle a soudain une tante qu'elle n'a jamais connue ? Et moi, intervint Marc. Où est ma place dans tout ça ? Les deux sœurs le regardèrent. Cette question, elles se l'étaient posée toutes les deux sans oser l'exprimer. Marc était venu au relais des camélias, en fuyant son mariage brisé. Il avait été fasciné par Sylvie à cause de sa ressemblance avec Isaline. Maintenant que la vérité éclatait, que signifiait cette attirance ? Aimait-il vraiment Sylvie ? Ou n'était-elle qu'un miroir de ce qu'avait été sa femme autrefois ? Je pense, dit doucement Moreau, que vous devez tous prendre du recul. Cette histoire vous dépasse tous. Il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour démêler les sentiments vrais des projections, les amours authentiques des illusions. Il avait raison. En l'espace de quelques jours, 3 vies venaient d'être bouleversées par une vérité enfouie depuis des décennies. Rien ne serait plus jamais comme avant. L'enquête était terminée. La vraie histoire ne faisait que commencer. Le silence qui suivit les révélations de Moreau fut brisé par un sanglot étouffé. Sylvie, submergée par l'émotion, porta ses mains à son visage. 28 ans de solitude, de lutte acharnée, de questions sans réponse venèrent de trouver une explication qu'elle n'avait jamais imaginée. « Ma sœur », murmura-t-elle en regardant Isaline. « J'ai une sœur. » Isaline, plus réservée par nature et par éducation, luttait contre ses propres émotions. Cette femme qu'elle était venue affronter comme une rivale était en réalité la moitié d'elle-même qu'elle avait toujours inconsciemment cherchée. Toutes ces années, commença-t-elle d'une voix tremblante, j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quelqu'un, mes parents adoptifs pensaient que c'était normal, ce sentiment de vide chez les enfants adoptés, mais en réalité, tu me cherchais, termina Sylvie. Le tutoiement était venu naturellement, spontanément, comme si 28 années de séparation s'effacèrent d'un coup. Marc observait cette scène bouleversante, réalisant seulement maintenant l'ampleur de ce qu'il avait déclenché par sa fuite vers ce petit hôtel. « Comment est-ce possible ?» répéta Isaline. « Comment peut-on séparer des jumelles et ne jamais leur dire la vérité ?» Moreau referma son dossier. En 40 ans de carrière, il avait rarement été confronté à une histoire aussi dramatique. Les années 80 étaient différentes. Les droits des enfants n'étaient pas les mêmes. Une adolescente de 16 ans, seule et sans ressources. Les services sociaux privilégiaient les solutions rapides. Mais notre mère, insista Sylvie, elle devait souffrir atrocement d'avoir dû abandonner l'une de ses filles. D'après les témoignages que j'ai recueillis, Hélène Vautrin n'a jamais cessé de parler de son autre petite fille. Les voisins pensaient qu'elle délirait, qu'elle inventait une fille imaginaire pour compenser sa solitude. En réalité, elle pleurait la fille qu'elle avait dû confier à l'adoption. Marc se dirigea vers la fenêtre, observant Élise qui jouait dans la cour.
Cette fillette innocente venait de découvrir qu'elle avait une tante, que sa mère n'était plus seule au monde. Comment toutes ces révélations allaient-elles affecter cette famille recomposée? Et maintenant, demanda-t-il, en se retournant vers les deux sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Isaline et Sylvie échangèrent un regard incertain. La joie de se retrouver se mêlait à une appréhension sourde. Elles étaient sœurs, jumelles même, mais elles restaient des étrangères l'une pour l'autre. « Je ne sais pas », avoua Isaline. « Tout cela me dépasse depuis ce matin. J'ai l'impression de vivre dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. »« Pourquoi un cauchemar ?» s'indigna Sylvie. « Parce que découvrir que tu as une sœur issue d'un milieu modeste te fait honte. »« Ce n'est pas ça, » protesta Isaline. « C'est juste que, pendant que toi, tu grandissais avec notre vraie mère, moi j'étais chez des inconnus. Pendant que tu connaissais l'amour maternel, moi j'étais privée de ma vraie famille. »« Privée ?» Sylvie éclata d'un rire amer. « Tu as grandi dans le luxe. Tu as eu droit à la meilleure éducation, aux plus belles opportunités. Moi j'ai perdu ma mère à 5 ans, et j'ai survécu de petit boulot en petit boulot. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la mienne non plus. » Marc s'interposa entre les deux femmes qui montaient en tension. « Arrêtez, vous êtes en train de vous disputer alors que vous venez de vous retrouver. Tu ne comprends pas » cria Sylvie. « Cette femme débarque ici pour m'accuser de lui voler son mari. Et maintenant je découvre que c'est ma sœur. Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que c'est de réaliser qu'on s'est trompé sur toute sa vie. »« Et moi ?» rétorqua Isaline. « Tu crois que c'est facile de découvrir que l'homme que j'aime a été attiré par ma propre sœur? Que si notre mère n'était pas morte, si nous n'avions pas été séparés, rien de tout cela ne serait arrivé. » Le silence retomba, lourd de reproches mutuels et de douleurs indicibles. Moreau observait cette scène avec tristesse. Il avait espéré que la révélation de leur lien familial rapprocherait les deux femmes. Au lieu de cela, elles semblaient creuser un fossé encore plus profond entre elles. « Je pense que vous devriez prendre du temps, » suggéra-t-il doucement. « Cette nouvelle change tout, vos sentiments, vos relations, votre perception du passé. Il vous faut du recul pour digérer tout cela. »« Il a raison, » approuva Marc. « Nous sommes tous sous le choc. Nous avons besoin de réfléchir, de comprendre ce que signifient ces révélations. » Isaline se leva brusquement. « Je rentre à Paris. Je ne peux pas rester ici, pas maintenant. »« Tu fuis, » constata Sylvie. « Comme tu as toujours fui, comme quand tu as rejeté ton mari au lieu de l'aider à surmonter la perte de votre enfant. » La gifle claqua dans l'air. Isaline avait frappé sa sœur d'un geste instinctif, blessée par cette accusation qui touchait au plus profond de sa culpabilité. « Tu ne sais rien de ma vie !» cria-t-elle. « Rien de ce que j'ai enduré. » Sylvie porta la main à sa joue, les larmes aux yeux. « Et toi, tu ne sais rien de la mienne. » Marc s'approcha d'Isaline, tentant de la calmer. « Isaline, tu ne pensais pas ce que tu faisais. »« Ah, ne me touche pas !» Elle le repoussa violemment. « Toi non plus, tu ne comprends rien. Tu crois que c'est facile de découvrir que l'homme qu'on aime a été attiré par notre sœur jumelle, que toute cette histoire n'est qu'un malentendu cosmique. » Isaline, non, je ne veux plus entendre tes explications. Tu es venue ici parce que cette femme te rappelait la version de moi que tu préférais, celle d'avant notre mariage, d'avant la perte du bébé, d'avant que je devienne cette épouse amère que tu ne supportais plus. La vérité était cruelle, mais elle sonnait juste. Marc baissa les yeux, incapable de nier cette accusation. Oui, il avait été attiré par Sylvie parce qu'elle incarnait ce qu'Isaline avait été autrefois, une version non brisée de la femme qu'il avait épousée. « Tu as raison », admit-il dans un souffle. « J'ai été lâche. Au lieu de t'aider à guérir, j'ai fui vers une illusion. » Sylvie les écoutait avec un mélange de tristesse et de colère. Elle aussi commençait à comprendre sa place dans cette tragédie familiale. Elle n'était qu'un miroir, un reflet de ce que sa sœur avait perdu. Marc ne l'avait jamais vraiment vue. Elle, il avait projeté sur elle l'image d'une Isaline idéalisée. « Je me suis trompée », murmura-t-elle. « J'ai cru que nous. Je suis désolée. » Sylvie, sincèrement désolée. Moi aussi, ajouta Isaline en essuyant ses larmes. Je n'aurais pas dû te frapper. Ce n'est pas ta faute si nous avons été séparés. Ce n'est la faute de personne. Moreau tout sauta discrètement. Si vous me permettez, je pense qu'il y a une personne que vous devriez rencontrer, Monsieur Charles Duret. Il attend cette rencontre depuis 15 ans. Peut-être pourra-t-il vous aider à comprendre le passé et à construire l'avenir.
L'avenir, répéta Sylvie amèrement. Quel avenir? Ma sœur me déteste. L'homme que je croyais aimer en aime une autre, et je découvre que toute ma vie n'était qu'un mensonge. Ton avenir, répondit doucement Isaline, c'est peut-être d'apprendre à connaître la sœur que tu n'as jamais eue. Malgré nos différences, malgré cette situation impossible, nous sommes de la même chair, du même sang. Pour la première fois depuis ces révélations bouleversantes, les deux sœurs se regardèrent vraiment, au-delà de leurs différences sociales, de leurs rancœurs mutuelles, de leurs blessures respectives, elles reconnurent quelque chose d'inaltérable, ce lien invisible qui les avait toujours unis, même dans la séparation. Peut-être, murmura Sylvie. Peut-être, répéta Isaline. C'était un début, fragile, incertain, mais c'était un début. 3 mois s'étaient écoulés depuis les révélations explosives au relais des camélias. 3 mois pendant lesquels Isaline et Sylvie avaient tenté de digérer cette vérité qui bouleversait leurs existences. Elles s'étaient d'abord évitées, chacune retournant à sa vie habituelle, mais le lien invisible qui les unissait s'était révélé plus fort que leur réticence. Ce matin de septembre, elles se retrouvaient dans le cabinet du docteur Adrien Lemoine, psychothérapeute spécialisé dans les thérapies familiales. L'homme était la quarantaine sereine, avec ce regard bienveillant qui inspirait immédiatement confiance. Son bureau, baigné de lumière naturelle, était aménagé pour favoriser les échanges. Fauteuils confortables disposés en cercle, couleurs apaisantes. Absence d'éléments perturbateurs. « Bonjour, mesdemoiselles. Pardon, mesdames, » se corrigea-t-il avec un sourire. « Comment souhaitez-vous que je vous appelle ?»« Sylvie, » répondit simplement la jeune femme, installée dans le fauteuil le plus éloigné de celui de sa sœur. Isaline, Marc avait pris place entre elles deux, tentant maladroitement de jouer les médiateurs. Depuis les révélations, leur triangle relationnel était devenu d'une complexité inouïe. Comment redéfinir leur lien quand les fondements même de leur rencontre s'avéraient être une coïncidence génétique? Ah, parfait. Alors, qui peut me résumer la situation? Ce fut Isaline qui prit la parole, avec cette précision un peu froide qui la caractérisait. Mon mari s'est enfui de notre domicile conjugal après une dispute. Il s'est retrouvé dans l'hôtel tenu par Sylvie. Il y est resté 3 semaines, prétendument fasciné par sa voix qui ressemble à la mienne. Une enquête de détective privé a révélé que nous sommes sœurs jumelles, séparées à la naissance. Et maintenant, nous ne savons plus où nous en sommes. Avoua Marc. Mes sentiments pour Sylvie étaient-ils réels, ou n'étaient-ce que des projections liées à ma relation avec Isaline? Et comment 2 sœurs qui ne se connaissaient pas peuvent-elles construire une relation fraternelle dans ces circonstances? Docteur Lemoine hocha pensivement la tête. C'est effectivement une situation exceptionnelle, Sylvie. Comment vivez-vous cette découverte? Mal, répondit-elle sans détour. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être incomplète maintenant. Je sais pourquoi. Mais découvrir qu'on a une sœur jumelle dans ces conditions, c'est violent. J'ai l'impression qu'elle a eu la vie que j'aurais dû avoir. C'est-à-dire l'éducation, le confort, les opportunités. Moi, j'ai grandi dans la précarité après la mort de ma mère. J'ai dû me battre pour tout. Elle a été choyée par des parents adoptifs aimants. Isaline tressaillit. Tu crois que c'était facile? Tu crois que grandir en sachant qu'on est adopté, en se demandant chaque jour pourquoi nos vrais parents nous ont abandonnés, c'est un cadeau? Au moins, tu n'as jamais eu faim. Tu n'as jamais dû élever un enfant seul à 18 ans. Non, mais j'ai perdu un enfant à 40 ans, rétorqua Isaline, la voix brisée. Et au lieu de soutenir ma douleur, mon mari est allé chercher du réconfort auprès de ma sœur jumelle. Tu trouves ça moins traumatisant? Docteur Lemoine leva la main pour interrompre cette escalade. Nous avons 3 personnes blessées dans cette pièce. 3 personnes qui ont subi des traumatismes différents, mais tous légitimes, Sylvie. Votre sentiment d'abandon est compréhensible. Isaline, votre colère face à l'infidélité émotionnelle de votre mari l'est tout autant. Et Marc, votre confusion face à vos propres sentiments est normale. Alors comment s'en sort-on? Demanda Marc, en commençant par démêler le vrai du faux. Marc, parliez-moi de votre attirance pour Sylvie. Marc hésita, mal à l'aise de s'exprimer devant les 2 femmes. Au début, c'était sa voix. Elle ressemblait exactement à celle d'Isaline, mais plus douce, moins amère. J'avais l'impression de retrouver la femme que j'avais épousée 15 ans plus tôt. Donc vous étiez nostalgique de votre épouse d'autrefois. Oui, après la perte du bébé,
Isaline s'est fermée. Elle est devenue froide, distante. J'ai eu l'impression de perdre la femme que j'aimais. Et vous, Isaline, comment avez-vous vécu cette période? Les larmes montèrent aux yeux d'Isaline. J'étais détruite. Perdre cet enfant après des années d'essais infructueux. J'ai sombré dans une dépression terrible. Au lieu de m'aider, Marc s'éloignait. Il ne supportait pas mes larmes, ma tristesse. Alors oui, je me suis durcie pour survivre. Vous avez construit une carapace défensive. Exactement. Et pendant que je me protégeais de ma propre douleur, mon mari tombait sous le charme de la version non brisée de moi-même. C'est d'un ironique cruel. Vous ne trouvez pas? Docteur Lemoine se tourna vers Sylvie. Et vous, qu'avez-vous ressenti pour Marc? J'espérais qu'il me voyait vraiment, moi, Sylvie. Pas un substitut, pas un fantôme du passé. Mais maintenant, je sais que c'était faux. Il ne m'a jamais vue. Il voyait en moi celle qu'Isaline avait été. Êtes-vous certaine de cela? La question surprit Sylvie. Comment ça? Vous avez passé 3 semaines ensemble. Il a écouté vos confidences, découvert votre histoire, votre courage face à l'adversité. Pensez-vous vraiment qu'un homme puisse rester insensible à votre personnalité propre? Marc releva la tête. Il a raison. Au fil des jours, c'est devenu plus complexe, oui. Au début, c'était ta ressemblance avec Isaline qui m'attirait. Mais ensuite, j'ai été touchée par ta force, ta résilience, ta façon de transformer les épreuves en enseignement. Mais cela suffit-il? Demanda Sylvie amèrement. Comment savoir si tes sentiments pour moi sont authentiques ou s'ils restent contaminés par ton histoire avec ma sœur? C'est justement tout l'enjeu de notre travail, intervint Docteur Lemoine. Démêler les projections des sentiments authentiques, mais d'abord, il faut que vous acceptiez tous les 3 une évidence. Cette situation n'est la faute de personne. Comment ça? S'étonna Isaline. Vous avez tous agi en fonction de vos blessures, Marc. Vous avez fui un mariage qui vous faisait souffrir. Isaline, vous vous êtes protégée d'une douleur insupportable, Sylvie. Vous avez ouvert votre cœur à un homme qui semblait vous voir. Aucun de ces comportements n'est condamnable. Un silence pensif accueillit cette analyse. Pour la première fois depuis des mois, ils entrevoyaient la possibilité que cette tragédie puisse se transformer en opportunité de guérison. Que nous conseillez-vous? Demanda Marc. Un travail en profondeur, individuellement d'abord, pour que chacun comprenne ses propres mécanismes, puis en tant que couple, Marc et Isaline, pour déterminer si votre mariage peut être sauvé, et enfin, Sylvie et Isaline, pour construire cette relation fraternelle que le destin vous a refusée. Et moi? Demanda Sylvie. Quelle est ma place dans tout ça? Votre place est celle que vous choisirez de prendre. Vous pouvez décider de tourner la page et de reconstruire votre vie loin de cette histoire, ou vous pouvez choisir d'accompagner ce processus de guérison collective. Et Élise, votre fille s'adaptera à vos décisions. Les enfants sont plus résilients qu'on ne le croit. Avoir soudain une tante peut être vécu comme un enrichissement, pas forcément comme un bouleversement. Docteur Lemoine se leva, signifiant la fin de cette première séance. Je vous propose de nous revoir individuellement dans un premier temps. Marc et Isaline, accepteriez-vous de commencer un travail de couple? Le couple échangea un regard incertain. On peut essayer, dit finalement Isaline. Et vous, Sylvie, accepteriez-vous un accompagnement pour vous aider à apprivoiser cette nouvelle donne familiale? Oui, répondit-elle sans hésitation. J'ai besoin de comprendre qui je suis maintenant que je sais tout ça. En sortant du cabinet, les 3 protagonistes se retrouvèrent sur le trottoir. Gênés, 3 mois plus tôt, ils étaient étrangers. Aujourd'hui, ils étaient liés par une histoire complexe qui allait déterminer le reste de leur vie. « À bientôt », dit simplement Isaline à sa sœur. « À bientôt », répondit Sylvie. C'était encore fragile. Mais c'était un début. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette première séance de thérapie familiale. 18 mois de travail intensif, de remises en question douloureuses et de reconstruction patiente. L'automne dorait les feuilles du petit parc, où Sylvie et Isaline avaient pris l'habitude de se retrouver chaque dimanche. Élise courant entre les arbres tandis que ses mères et tantes apprenaient lentement à se connaître. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda Isaline, en observant sa nièce qui nourrissait les canards de l'étang. « J'étais venue t'affronter comme une rivale, et moi, je t'ai prise pour une bourgeoise arrogante, » répondit Sylvie avec un sourire. On était loin du compte, toutes les deux. Leur relation s'était construite par strates successives, comme une archéologie inversée, d'abord la méfiance et les reproches mutuels,
puis la curiosité de découvrir leur ressemblance troublante, enfin cette tendresse fragile qui naissait de la reconnaissance de leur histoire commune. « Maman, tante Isaline, venez voir. » Élise avait trouvé un petit hérisson blessé près des buissons. Les deux femmes s'approchèrent, et Isaline s'agenouilla spontanément près de l'animal, examinant sa patte avec douceur. « Il faut l'emmener chez le vétérinaire, » déclara-t-elle. « Sa patte semble fracturée. » Sylvie observa sa sœur avec émotion. Depuis qu'elles se fréquentaient, elle découvrait les facettes cachées de la personnalité d'Isaline, loin de l'image de femme froide qu'elle s'était construite. Sa jumelle était en réalité d'une sensibilité extrême, simplement protégée par cette carapace que la douleur avait forgée. « Tu as toujours aimé les animaux ?» demanda Sylvie, tandis qu'elle se dirigeait vers la clinique vétérinaire. Depuis toute petite, mes parents adoptifs pensaient que c'était pour compenser le manque affectif. En fait, je crois que c'était ma façon d'exprimer l'amour que je ne pouvais pas donner à ma vraie famille. Notre vraie famille, corrigea doucement Sylvie. Ce possessif partagé était encore fragile entre elles, mais il progressait. Les séances avec Dr Lemoine les avaient aidées à dépasser leurs ressentiments pour construire quelque chose de neuf. Pas l'intimité fusionnelle qu'auraient pu développer des jumelles élevées ensemble, mais une complicité d'adultes qui choisissaient consciemment de s'apprivoiser. En sortant de chez le vétérinaire, le hérisson s'en sortirait avec quelques semaines de repos. Elles croisèrent Edmarc, qui les attendait devant le café habituel. Depuis 6 mois, ils se joignaient parfois à leur rencontre dominicale, avec la prudence de celui qui sait qu'il marche sur des œufs. « Comment va notre patient ?» demanda-t-il en ébouriffant affectueusement les cheveux d'Élise. « Il va s'en sortir », répondit la fillette avec sérieux. Tante Isaline dit qu'il faut toujours aider ceux qui souffrent. Marc et Sylvie échangèrent un regard ému. Élise s'était parfaitement adaptée à l'arrivée de cette tante inattendue. Pour elle, avoir soudain de la famille élargie était un cadeau. Pas un problème. Et comment ça se passe entre Isaline et toi ? Demanda Sylvie à Marc, tandis qu'Élise et sa tante s'installaient à une table un peu plus loin. Mieux, beaucoup mieux. Marc sembla chercher ses mots. Nous apprenons à nous redécouvrir. Pas comme les jeunes gens que nous étions il y a 15 ans, mais comme les adultes que nous sommes devenus, avec nos cicatrices et nos blessures, et tes sentiments pour moi. La question était directe, sans détour. Pendant des mois, ils avaient tourné autour de ce sujet délicat. Marc prit une profonde inspiration. J'ai compris que ce que j'avais pris pour de l'amour était en réalité de la fascination. Tu représentais tout ce qu'Isaline avait été avant que nous la perdions dans le chagrin. Mais toi, Sylvie, ta personnalité propre, ton courage, ta façon unique de voir la vie, cela, je l'ai vraiment admiré. Admirer, ce n'est pas aimer. Non, ce n'est pas aimer. Pas de l'amour romantique, en tout cas, mais c'est quelque chose de précieux. Tu es devenue importante pour moi. Pas comme une femme qu'on désire, mais comme une amie qu'on respecte. Sylvie hocha la tête. Cette clarification, bien que douloureuse, la soulageait. Elle aussi avait fait son chemin avec Dr Lemoine, comprenant que son attirance pour Marc était en partie liée à sa soif de reconnaissance et d'amour, qu'elle n'avait jamais vraiment comblée. Et maintenant, vous allez vous remarier. Nous y réfléchissons. Isaline veut d'abord être certaine que nous reconstruisons sur des bases saines, pas sur la nostalgie du passé. Elle a raison. Ils rejoignirent Isaline et Élise à leur table. La conversation roula sur des sujets légers, les projets de vacances d'Élise, les travaux de rénovation du relais des camélias que Sylvie avait entrepris grâce à l'héritage de Charles Duret, les nouveaux projets hôteliers de Marc. « Au fait, » dit Isaline en se tournant vers sa sœur, « j'ai une nouvelle à t'annoncer. » « Laquelle ? » J'ai décidé d'accepter la proposition de Charles Duret. Sylvie faillit s'étrangler avec son café. Quelques mois plus tôt, leur père biologique présumé, car l'ADN avait confirmé leur parenté, leur avait proposé de reprendre la gestion de ses entreprises. À 81 ans, le vieil homme voulait transmettre son empire à ses filles retrouvées. « Tu es sérieuse ?»« Parfaitement. J'ai étudié les dossiers. Ces entreprises ont besoin d'un regard neuf, d'une gestion modernisée. Et puis, j'ai envie de me lancer dans quelque chose qui m'appartienne vraiment. » Et Marc a ses propres affaires. Il comprend mon besoin d'indépendance. Sylvie observa sa sœur avec admiration. La femme fragile et amère qu'elle avait rencontrée 18 mois plus tôt avait laissé place à une personne déterminée, réconciliée avec elle-même. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Quelle serait ma place dans cette aventure ? » « Celle que tu voudras, »
Duret nous a légué ses entreprises à toutes les deux. Tu peux choisir de rester gestionnaire de ton hôtel ou te lancer avec moi dans cette nouvelle aventure. » Sylvie réfléchit. Depuis qu'elle avait accepté l'héritage de Duret, sa vie avait radicalement changé. Plus de difficultés financières, plus d'angoisse du lendemain. Élise pouvait suivre les meilleures études, et elle-même avait retrouvé une forme de sérénité qu'elle n'avait jamais connue. « J'aimerais essayer, » dit-elle finalement. « Mais à ma façon, pourquoi ne pas développer une chaîne d'hôtels familiaux, authentiques, quelque chose entre le luxe de tes établissements, Marc, et la simplicité du relais des camélias? C'est une excellente idée. » Approuva Marc. Le marché du tourisme authentique est en pleine expansion. « On ferait ça ensemble ?» demanda Isaline à sa sœur. « En tant qu'associée. En tant que sœur ?» corrigea Sylvie. Ce dimanche-là marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois depuis leur rencontre chaotique, ils envisageaient tous l'avenir avec optimisme. Non pas comme si rien ne s'était passé, mais en intégrant leur histoire douloureuse dans une reconstruction consciente. En raccompagnant Élise le soir, Sylvie croisa Dr Lemoine qui sortait de son cabinet. « Bonsoir Sylvie, comment allez-vous ?»« Bien, très bien même. » Elle hésita. « Docteur, puis-je vous poser une question personnelle ? Je vous écoute. Croyez-vous au destin ? À l'idée que certaines rencontres sont écrites ?» Adrien Lemoine sourit. Depuis des mois qu'il accompagnait cette famille recomposée, il avait développé une affection particulière pour cette femme courageuse qui reconstruisait sa vie pierre par pierre. « Je crois surtout au libre arbitre. Sylvie, vous auriez pu choisir la colère, le ressentiment, la victimisation. Au lieu de cela, vous avez choisi la reconstruction, le pardon, l'ouverture. C'est cela qui compte, pas le hasard qui vous a mené les unes vers les autres. Merci, » dit-elle simplement. En rentrant chez elle, Sylvie repensa à cette conversation. Peut-être que Dr Lemoine avait raison. Peut-être que le plus important n'était pas de comprendre pourquoi le destin les avait séparés puis réunis, mais de savoir ce qu'elles allaient faire de cette seconde chance. Demain commencerait une nouvelle aventure. Ensemble, 2 ans plus tard, la petite chapelle de Sainte-Marie-du-Var débordait de fleurs blanches et de lumières dorées. C'était un samedi de juin, l'un de ces matins où la Provence révèle toute sa splendeur, et 2 cérémonies allaient marquer l'aboutissement d'un long chemin de réconciliation. Isaline se regardait dans le miroir de la sacristie, ajustant sa robe de mariée ivoire. À 44 ans, elle avait choisi l'élégance sobre plutôt que le faste de sa première union. Cette fois, ce mariage était différent. Il ne célébrait pas l'amour naïf de la jeunesse, mais l'amour mûri par l'épreuve, celui qui choisit consciemment de se reconstruire. « Tu es magnifique », murmura Sylvie en entrant dans la pièce. Sa sœur jumelle portait une robe bleu pastel, simple mais élégante. Dans quelques heures, elle aussi prononcerait le « oui » qui unirait sa vie à celle d'Adrien Lemoine. Leur thérapeute familial était devenu bien plus qu'un guide. Au fil des séances, une complicité, puis un amour authentique s'étaient développés entre eux. « J'ai encore du mal à y croire », avoua Isaline en prenant les mains de sa sœur. « Il y a 3 ans, nous étions des étrangères. Aujourd'hui, nous nous marions le même jour. Nos voix se sont enfin réunies, » répondit Sylvie avec émotion. L'expression leur était venue naturellement. Depuis leur rencontre chaotique au relais des camélias, elles avaient appris à harmoniser leurs différences, à transformer cette ressemblance vocale troublante en véritable communion fraternelle. Élise fit irruption, rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur. À 13 ans, l'adolescente avait grandi au cœur de cette famille recomposée, trouvant en Isaline la figure maternelle complémentaire qu'elle n'avait jamais eue. « Maman, tante Isaline, tout le monde vous attend. » Oncle Marc fait les 100 pas devant l'autel, et Papa Adrien vérifie sa cravate pour la 10e fois, car c'était l'autre miracle de cette histoire. L'adoption officielle d'Élise par Adrien, la fillette avait enfin le père qu'elle avait toujours espéré, et Adrien la fille qu'il n'avait jamais eue. Marc apparut dans l'embrasure de la porte, élégant dans son costume anthracite. Les 2 années de thérapie de couple l'avaient transformé. Il avait appris à être vraiment présent, à accompagner les émotions de sa femme, plutôt que de les fuir. « Prête, mesdemoiselles, plus que jamais », répondirent-elles en chœur. La cérémonie fut d'une beauté simple et profonde. Quand Marc et Isaline échangèrent leurs nouveaux vœux, leurs mots portèrent le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils ne se promettaient plus l'amour éternel de la jeunesse, mais l'engagement lucide de 2 adultes qui avaient choisi de grandir ensemble
plutôt que de grandir séparément. Isaline, dit Marc d'une voix émue, je te promets de ne plus jamais fuir tes larmes, car j'ai appris qu'elles arrosent les graines de notre renaissance. Je te promets d'être présent dans tes hivers, comme dans tes printemps. Marc, répondit Isaline, je te promets de ne plus jamais confondre protection et fermeture. Je te promets que mon cœur restera ouvert, même dans la tempête, car j'ai compris que l'amour véritable ne se cache pas de la douleur. Il la traverse. Leurs alliances glissèrent à leurs doigts, sous les applaudissements émus de l'assistance. Charles Duret, dans son fauteuil roulant au premier rang, pleurait sans retenue. À 83 ans, le vieil homme avait enfin vu ses filles retrouver le bonheur qu'il leur souhaitait depuis des décennies, puis ce fut au tour de Sylvie et Adrien. Leur union était différente. Elle célébrait un amour né dans la tempête, forgé dans l'accompagnement mutuel vers la guérison. Adrien, dit Sylvie, tu m'as appris que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais un choix quotidien. Tu m'as montré qu'on pouvait être aimé pour ce qu'on est vraiment, pas pour ce qu'on représente pour quelqu'un d'autre. Sylvie, répondit Adrien, tu m'as enseigné que la force ne vient pas de l'absence de blessures, mais de la capacité à les transformer en sagesse. Tu m'as donné non seulement ton amour, mais aussi une fille extraordinaire qui illumine nos vies. Quand Élise apporta les alliances sur son petit coussin brodé, elle rayonnait de bonheur. Cette famille qu'elle avait aidée à naître était devenue la sienne, et elle en était fière. La réception se déroula dans les jardins du Relais des Camélias. Transformée pour l'occasion, Sylvie avait tenu à célébrer dans ce lieu où tout avait commencé. L'établissement, rénové et agrandi grâce à l'héritage Duret, était devenu le premier maillon de leur chaîne d'hôtels familiaux, les Voix du Cœur. Sous la tonnelle fleurie, les invités se mélangeaient dans une atmosphère de joie sereine. Jean-Claude Moreau, l'ancien détective, discutait avec les nouveaux associés d'Isaline et Sylvie. Leur entreprise commune prospérait, alliant l'élégance d'Isaline et l'authenticité de Sylvie pour créer des lieux d'accueil uniques. « Mesdames et messieurs », lança Marc en levant son verre de champagne, « permettez-moi de porter un toast à ces deux femmes extraordinaires qui ont transformé une tragédie familiale en renaissance collective. » À Isaline et Sylvie, reprirent en chœur les invités, puis Adrien prit la parole. « Dans mon métier, j'accompagne souvent des familles brisées. Rarement j'ai vu autant de courage dans la reconstruction. Ces deux sœurs ont prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour écrire une nouvelle histoire. À nos épouses, » conclut-il sous les applaudissements. La soirée s'étira dans une douceur estivale. Charles Duret, épuisé mais heureux, fut raccompagné tôt à sa maison de retraite, non sans avoir longuement embrassé ses filles et sa petite-fille adoptive. « Mes chéries, leur avait-il dit, votre mère Hélène serait si fière de vous voir aujourd'hui. Vous avez réussi ce qu'elle n'avait pas pu faire. Restez unis malgré tout. » Tard dans la soirée, quand les derniers invités furent repartis, les deux couples et Élise se retrouvèrent sur la terrasse du Relais. La jeune fille s'était endormie sur les genoux d'Isaline, et Sylvie contemplait cette scène avec émotion. « Tu te souviens de tes enregistrements nocturnes ?» demanda doucement Isaline à sa sœur. « Comment pourrais-je les oublier? C'est par eux que tout a commencé. J'aimerais qu'on en fasse un nouveau, ensemble, pour marquer cette étape. » Sylvie sourit et alla chercher son vieux magnétophone, celui-là même qui avait fasciné Marc 3 ans plus tôt. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement. « Jour 1 », dit-elle d'une voix claire. « Nous sommes le 15 juin 2025. Aujourd'hui, Isaline et moi, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous avons officiellement réuni nos voix. Aujourd'hui, » continua Isaline, « nous avons prouvé que l'amour véritable ne naît pas toujours de la passion, mais parfois de la décision consciente de construire ensemble quelque chose de beau. Aujourd'hui, » reprit Sylvie, « nous dédions ce message à toutes les familles séparées, à tous les cœurs brisés, à tous ceux qui pensent qu'il est trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard, » conclut Isaline. Il suffit parfois d'une voix qui nous rappelle qui nous étions avant de devenir qui nous sommes. Elles éteignirent l'appareil et s'embrassèrent longuement. Marc et Adrien les regardaient avec tendresse, conscients d'assister à un moment historique dans l'histoire de cette famille miraculeusement recomposée. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient avec une intensité particulière, comme si l'univers lui-même célébrait cette réunion longtemps attendue. Élise remua dans son sommeil et murmura « Merci, maman, merci, tante Isaline ». Dans sa voix d'enfant endormie, résonnait déjà cette intonation particulière, cette musicalité héritée qui avait réuni une famille. Le don continuait.
transmis à la génération suivante, promesse d'autres rencontres, d'autres réconciliations à venir. Les voix du cœur avaient trouvé leur harmonie,